merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, on va parler Web3 et communauté. En quoi ces deux mots sont liés. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Jonathan Bordereau. Je suis le directeur des investissements de l'accélérateur Web3 au sein de 50 Partners. Tout fraîchement lancé, parce qu'on l'a lancé il y a quelques jours. Hein, c'était au début de l'année 2023. Avec mon acolyte, alors je ne sais pas où il est, Richard. Ah, il est là. Donc n'hésitez pas, on pourra discuter de tout ça après. Et sinon, Web3 et communauté, déjà communauté. Les marques, les entreprises, elles ont parlé de cibles. Ensuite, elles ont parlé d'audience. Maintenant, elles parlent de communauté. Donc on voit que la relation, elle a vraiment évolué avec ces end-users. Qu'est-ce que ça veut dire dans le Web3? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Et donc du coup, j'ai un panel de gens merveilleux que je vais laisser s'exprimer et je vais laisser se présenter un par un. On va commencer par Anthony de Sneakmart MetaKicks. Bonsoir, du coup moi c'est Anthony, j'ai 24 ans, je suis un grand passionné de sneakers, ça se voit peut-être à mes pieds, comme Jonathan d'ailleurs. Et je suis le cofondateur de Sneakmart. On est une communauté, pour l'instant majoritairement francophone, de fans de streetwear dans sa globalité, en englobant la sneaker. Et on crée, grâce à des technos un peu Web3, une nouvelle manière de consommer du streetwear physique, grâce à une expérience digital collectible qui s'appelle MetaKicks. Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis le cofondateur de Superfans. On développe une suite d'outils qui permet d'améliorer la qualité des communautés. C'est super simple, en gros tu branches ton Discord, tu branches ta collection de NFT et on va te fournir un analytics pour suivre la qualité de l'engagement dans la communauté. Donc le niveau de contribution, on rajoute de l'intelligence pour essayer de comprendre si c'est des petits messages genre JM et du spam ou si vraiment tu as une notion de contribution, d'interaction. Et on ajoute deux modules, un pour l'attribution, donc pour pouvoir avoir une notion de ROI sur les campagnes. Est-ce que quand je fais une collab ou est-ce que quand je fais une campagne marketing ou influence, est-ce que les gens que j'onboard dans ma commu, ils sont quali? Est-ce que j'ai de la rétention? Voire est-ce que j'ai du ROI et génère des dollars? Et l'autre module, c'est l'automatisation. C'est pour pouvoir générer des boucles de grosses à partir des activités, genre trigger des actions quand un utilisateur dans les 7 derniers jours a dépassé 100 messages ou des trucs comme ça. Bonsoir à tous, je suis Aaron Besnenou, cofondateur de Oxia Origin, mais aussi membre et partenaire de 50 Partners, je pense qu'on peut le dire. Je sais pas, il y a un côté. Parce qu'on m'a dit que c'était filmé, et du coup, on va voir pour essayer de nous faire parler au maximum. Oxia Origin est un jeu sur Ethereum. On est incubé par Ubisoft, on crée un roguelite. Pour les gamers, c'est un jeu où chaque partie est unique et l'idée c'est de pouvoir être de plus en plus fort et de plus en plus bon dans un jeu qui fait que changer. On développe ça depuis plus d'1 an et demi et on fait énormément de choses très gaming sur lesquelles je pourrais un peu plus discuter s'il y a des gamers dans la salle. Mais tout ça autour d'une communauté qui s'est rassemblée très rapidement sur Discord avec une grosse très importante à un moment où c'était le bull market, mais aussi un timing assez intéressant en début janvier de l'année dernière. Et on a fait un drop du coup de nos caractères et puis des terrains de notre jeu. Et sinon, avec plaisir pour répondre aux autres questions un peu après. Bonjour à tous, donc moi c'est Julien Anker, je suis cofondateur et CEO d'une plateforme qui s'appelle Taylor, une plateforme d'engagement de fans dédiée à l'univers du divertissement et du live. Donc on met à disposition notre plateforme pour des artistes, des organisations sportives qui va leur permettre de mettre en place facilement des mécanismes d'engagement autour de 3 piliers qui vont être la gamification, faire jouer les fans pour les engager, la propriété digitale, leur mettre dans les mains une carte de membre unique et certifiée, et l'expérience live que cette carte de membre va leur permettre de vivre. Voilà. Merci à tous pour cette intro. Donc vous avez bien compris, on a des speakers qui ont vraiment un prisme différent de ce qu'est une communauté. Et on va commencer light. L'objectif de cette table ronde chez 50 dans le Web3, c'est vraiment d'aller du basique jusqu'à des choses un peu plus techniques. Et donc j'aimerais qu'on commence, chacun de votre côté, de me dire, avec votre prisme, qu'est-ce que ça veut dire pour vous une communauté aujourd'hui dans le Web3 ? Julien, tu peux commencer ? Ouais, alors
une communauté, déjà pour moi, c'est des personnes qui ont un sentiment d'appartenance et qui vont vivre des expériences communes et qui vont se sentir en sécurité. C'est un peu les trois gros piliers de ce que c'est une communauté. Et une communauté, vous êtes en fait au final pas obligé de la créer dans le Web3 ou de l'animer dans le Web3. Il y a plein de communautés qui sont nées et qui ont existé sans le Web3. En revanche, une communauté Web3, ça veut dire une communauté qui va actionner des leviers liés au Web3. Du coup, et qu'est-ce que c'est le Web3 ? Ça va être la propriété digitale, donc ce que je disais tout à l'heure, nous, c'est-à-dire ce rapport qui change entre le leader de communauté et ses membres, le fait de ne plus seulement être un follower, comme ça peut exister dans le Web2, mais de devenir un membre actif, détenant un actif. Donc la propriété digitale change quelque chose vraiment, je pense, d'un point de vue philosophique et dans le rapport que vous avez. Vous êtes propriétaire de votre donnée, voilà, donc ça change beaucoup de choses. Et puis après, ça va apporter d'autres choses. La liquidité, le fait que vous possédez votre donnée, donc vous pouvez potentiellement la revendre si vous êtes plus fan ou si vous avez un intérêt à le faire. Et l'interopérabilité. Le fait que des communautés peuvent s'offrir entre elles des interactions, des choses par le fait que les tokens peuvent vivre et être activés par les autres. Donc voilà, une communauté pour moi, c'est une définition universelle, et une communauté Web3, c'est une communauté qui active des leviers liés au Web3. Très complet, et franchement, c'est dur de passer après toi. Mais peut-être pour compléter ça, j'aimerais bien demander à ChatGPT, peut-être pour avoir une petite aide, parce que tu as posé pas mal les bases, et je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que le Web3 est synonyme de pas mal de choses pour chacun d'entre nous. Il l'a dit, on vient de milieux assez différents et on développe des choses différentes. Dans notre cas, c'est très orienté gaming. Qu'est-ce que ça veut dire une communauté en GameFi ? Et peut-être on pourra parler de... Bon, non, il n'y a pas la DeFi, mais il y a quelqu'un dans la salle qui fait de la DeFi. Mais en GameFi, c'est vraiment une communauté qui s'articule autour d'objectifs. Et ces objectifs, c'est soit d'avoir, pour certains, comme on l'a vécu, un retour sur investissement. Et c'est un type de persona qu'on peut retrouver avec toute la partie spéculative qu'il y a eu. L'objectif, sûrement d'avoir une place et d'être quelqu'un d'autre. Et du coup, que ça soit virtuellement, et on l'espère pas encore plus virtuellement et de manière immersive avec tout ce qui est métaverse. Et il y a l'objectif également de pouvoir avoir un contrôle sur la suite des actions de cette communauté. Et c'est peut-être ce qui manquait un tout petit peu pour te faire une critique, la partie DAO. Et de pouvoir autoriser chaque personne à avoir une voix qui compte, pas seulement par rapport à un statut financier ou à un statut d'appartenant, enfin un statut irrité, mais plus quelque chose qui se gagne ou qui se mérite. Et du coup, on compare pas mal les communautés à des membres, à des clubs, pardon. Du coup, on a tous, ou peut-être pas, mais eu des clubs d'école ou des clubs même liés à notre district. Ce qui est vraiment beau avec une communauté Web3, c'est ce côté international que ça porte, au-delà de ce qu'on voyait dans le Web 2 avec les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, qui étaient très orientés dans des communautés c'était assez intra-communautaire. Je pense que vraiment le Web3 a permis de lever des barrières vers être aussi bon ami avec quelqu'un de l'autre côté du monde, et de pouvoir interagir comme s'il était juste en face de nous. Et peut-être l'un des avantages du métaverse dans ce côté-là, mais vous le comprendrez, je suis vraiment contre toutes ces formes peut-être trop immersives, si ça n'a pas un but précis, parce que j'adore les interactions sociales. Pour autant, je pense qu'à certains niveaux et certains âges, et dans certaines industries, c'est pour ça que je parlais que de la GameFi, ces communautés pourront se retrouver dans un espace créé avec un objectif commun de sûrement revivre une vie qu'ils n'ont pas eue, les personnes en maison de retraite, et on pourra voir en fait des layers de communautés se baser sur toutes les bases dont on a parlé, avec des outils qui sont vraiment efficaces et transparents, on l'espère, et de plus en plus mainstream, parce que accessible, encore une fois, sans problématique d'argent, sauf quand on le voit avec ces communautés très expensive, comme les Bored Ape qu'on peut détester, et c'est détestable, parce que bref, on parlera du prix plancher, de pourquoi en fait les NFT, on a ce principe aussi,
c'est vraiment intéressant d'une communauté Web3. Un NFT, c'est l'un des seuls actifs qui a un prix plancher pour pouvoir rentrer dans une communauté. Et en fait, c'est parce que c'est ça, au fond, pour une partie des utilités des NFT, c'est combien il faut payer pour rentrer dans une communauté. Et c'est pour ça que c'est pertinent le prix plancher, mais c'est détestable en tant que fondateur pour nos nuits de sommeil et plein d'autres choses. Mais bref. Oui, pour compléter un peu ce qu'il dit, nous on a identifié 2 points très spécifiques qui ont émergé dans le Web3. Le premier, je dirais que c'est un switch de communauté de followers, de consommateurs, ça existait déjà derrière les marques, tout ça, à des communautés de contributeurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion d'engagement, de contribution du début avec Bitcoin, Ethereum, où la base, c'est d'apporter de la sécurité en gérant des nœuds, etc. Ça s'est étendu à des communautés qui sont beaucoup plus consumer, mais il y a toujours cette logique de contribution jusqu'au vote. Et l'autre dimension qui est assez spécifique, c'est l'émergence des DAO, comme tu parlais, où il y a une espèce de culture de l'autonomie, où il y a une recherche à reconstruire au sein de la communauté toutes les dynamiques sociales qu'on retrouve dans un pays ou dans quelque chose qui est plus grounded de manière normale. Donc il y a les tokens qui viennent amener de l'économie, il y a la logique de gouvernance de vote. Tout ça, c'est très naissant, parce qu'en fait, il y a plein de contraintes techniques, c'est exploratoire. Les DAO, c'est quand même pas très vieux. Mais typiquement, il y a les questions à poser. Aujourd'hui, le vote, pour des raisons techniques, on vote, en général, c'est un token, une voix, et ça fait bien longtemps que dans le monde réel, c'est une personne, une voix, le concept démocratique. Tout le monde est d'accord qu'il y a plein de choses à explorer là-dessus, et c'est un pan qui est uniquement le pan de la gouvernance au sein des DAO, qui ne sont qu'une partie de toute la complexité des DAO qui ont des missions, des projets, qui interagissent avec des gens qui sont hors DAO. Donc c'est vraiment un monde, je pense, qui va être passionnant d'explosion, de structuration de ces groupes autonomes et décentralisés, avec cette logique de n'importe qui peut être contributeur sur n'importe quel projet, pour ses valeurs, et à tout niveau. Donc ça aussi, cette dimension contributeur, je pense que c'est quelque chose qui est nouveau et fort. Les marques le voient dans le côté green, par exemple. Genre, c'est de plus en plus important sur les réseaux sociaux de s'engager sur le côté green pour la planète, parce que c'est un truc du moment, mais c'est aussi parce que il y a des petits influenceurs qui montent des communautés et des marques qui ne sont même pas à Web3, qui catchent plein de consommateurs, parce qu'en fait, ils se retrouvent dans ces valeurs-là, parce qu'ils sont plus proches, parce qu'ils ont de l'échange. Je ne sais pas si vous êtes ciblé par les pubs asphalte, mais c'est vraiment les mêmes basiques de fond de cette dynamique de communauté. Et c'est une émergence dans laquelle la tokenisation vient aider comme un super moyen à structurer tout ça. Donc c'est pour ça que c'est blockchain Web3. Mais je crois que c'est surtout une dynamique sociétale qui émerge dans ce monde-là. Bon, c'est pas facile de passer en dernier sur cette question, mais on va essayer de répondre. Je vais être un peu plus bref pour respecter aussi le temps qu'on a, mais ma définition, elle est un peu différente dans le sens où moi, dans mon expérience personnelle que j'ai avec Sneakmart, à la base, on est une communauté Web 2. Et on leverage notre communauté, on la monétise, on la fait grossir grâce à des technos Web3 et à des manières de consommer qui s'inspirent de ces technologies-là. Mais je vais reprendre un peu la définition de Julien, c'est-à-dire que pour moi, une communauté de base, c'est un groupe de personnes qui vont se réunir autour d'une passion commune, autour d'un centre d'intérêt commun, autour d'une religion, autour de... Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, il faut juste qu'il y ait des croyances et des passions et des envies communes. L'appliquer dans le Web3, c'est juste utiliser ces technologies-là, donc tout ce que mes camarades ont bien expliqué, pour créer une communauté qui est différente, qui sera peut-être plus engagée, qui sera peut-être plus décisionnaire sur certaines choses. Et voilà. Juste, en fait, c'est marrant parce qu'on se rend compte que quand tu nous as posé la question de communauté Web3, il y a 2 manières de l'entendre en fait. Il y a les communautés dont, en fait, ce qui les rassemble, c'est le Web3, c'est les valeurs que porte le Web3 et ça. Et il y a des communautés, en fait, moi sur lesquelles je travaille, qui ne se retrouvent pas autour du Web3, qui se retrouvent autour d'un artiste, autour des sneakers pour toi. Et le Web3 devient juste un moyen, en fait. Donc, dans les réponses, on sent les approches différentes. Et il y a vraiment cette dichotomie aujourd'hui dans l'écosystème, d'ailleurs. Les gens qui essaient de rendre la techno complètement transparente et de faire en sorte et de se dire, en fait, un jour, je pense, moi, personnellement, qu'on parlera plus de NFT, qu'on parlera plus de Web3, comme on parlait pas de Web2 il y a 3 ans. Et puis, certes,
d'autres communautés ou d'autres acteurs qui, eux, se concentrent beaucoup sur ces valeurs communes et sur ces technos-là, en se disant que c'est ça le moteur qui va faire venir les gens à ces technos-là. Ça me donne une super transition. On se rend bien compte que les gens se réunissent autour de communautés pour différentes raisons. Et le Web3 peut être le cœur de la raison pour laquelle les gens se réunissent ou pas. En tout cas, il y a un vrai sujet sur la communauté, c'est quand même le nombre de membres de cette communauté. Et on voit des communautés se faire très rapidement parfois sur les réseaux sociaux, et c'est intriguant, parfois même flippant. Aujourd'hui, vous, avec votre prisme, ce qui est hyper intéressant, parce que vous vivez chacun à votre manière, et je vais te passer la main en premier, comme ça sera un peu plus facile sur cette question-là, c'est quels ont été les enjeux justement de créer une communauté avec dedans une dominante Web3 plus ou moins prégnante? Bon, déjà, faut pas confondre communauté et bot. Et faux fake followers sur les réseaux, etc. Parce que malheureusement, on vit dans un monde de fake it until you make it. Donc, bon, on peut pas trop éviter ça, mais il y a beaucoup de ça quand même. Pour nous, en fait, vu qu'on a commencé comme un business web 2 mobile, mais avec un play hyper communautaire, l'approche web 3 et le fait de leverage certaines technos était assez logique. Et on a un peu toujours développé et managé le développement de notre communauté à travers un outil Web 2 qui est notre app qui s'appelle Sneakmart, un peu comme un business Web 3. Je m'explique. En fait, on avait les fonctionnalités sur notre app pour engager avec nos membres, pour leur donner un vrai poids décisionnaire sur des décisions produits, des décisions marketing, des choix de partenariat, des choix de concours, etc. À travers notre app, donc c'est des gens qui sont déjà inscrits, qui utilisent l'app, donc c'est vraiment la data hyper qualitative versus faire un sondage sur Insta. Et c'est un peu ce que veut le Web3 aujourd'hui, c'est d'impliquer ses membres dans ces choix-là, et c'est ce qui a permis de souder en fait la communauté et de faire en sorte qu'on puisse parler de communauté et pas d'utilisateurs ou de followers. Parce que pour moi, il y a un monde entre communauté, user et followers, c'est-à-dire que la communauté, pour moi, c'est des gens qui participent activement au développement du produit, du projet, que ce soit de par son utilisation ou de par un partage d'idées, de feedback, de retours utilisateurs, etc. Et ouais, c'est ma réponse. Complètement d'accord avec toi sur le côté contributeur. Je pense que c'est vraiment le truc qui différencie les followers, les lurkers, comme ils les appellent sur Discord, même qui viennent voir, et l'idée d'être dans la communauté, c'est qu'il faut être actif. Nous, sur le projet, on fait vraiment, pour l'instant, c'est un SaaS B2B dans la manière dont on l'approche, pure Web 2. On envisage à un moment donné éventuellement de faire une communauté, etc. Mais du coup, j'aurais pas de réponse très forte sur le côté Web 3. En revanche, sur ce qu'on voit et de ce que toutes les communautés nous remontent, il y a plusieurs enjeux et ça dépend un peu des types de projets. Sur les projets vraiment infrastructurels qui se lancent, Layer 1, Layer 2, qui font appel à des développeurs, leur objectif, c'est d'avoir des gens qui vont venir build sur leur infrastructure, même pas forcément besoin d'être dans la communauté au sens Discord, mais plus au sens éventuellement support, interaction. Ce qu'ils veulent pour que les gens participent à la communauté, c'est qu'il y ait des contrats qui soient shippés, liés à leur protocole, ou si c'est de la DeFi, qu'il y ait de la liquidité qui soit mise sur leur protocole, et c'est ça qui revient à contribuer. C'est pas très social, c'est pas très consumer, c'est assez technique. Et en face, il y a des projets qui sont beaucoup plus comme consumer, là, comme les sneakers, ou comme les marques, etc., où ça va être des trucs plus mainstream, de type voter, donner son avis, faire des retours, partager. Partager, c'est hyper important. Dans le monde Web 3, ils n'ont pas eu le droit de faire de la pub à l'ancienne. C'est pour ça qu'est émergé toute cette logique de du coup, j'ai besoin de faire des collabs, j'ai besoin d'être beaucoup plus performant sur la dimension ambassadeur référal. Si j'ai 20 membres dans ma communauté, je vais avoir besoin de les leverager beaucoup plus pour ramener les 100 ou 200 suivants que si je peux faire de la pub sur Google ou sur Insta et que je récupère mes membres. Donc c'est aussi pour ça qu'a émergé toutes ces logiques de contribution sur la partie consumer. Le côté négatif de ça, du coup, dans ce monde-là, qui est consumer-driven, donc les collections NFT, les projets de gaming vont être pas mal consumer, je pense tout ça, c'est comment faire le tri entre les grinders opportunistes qui vont tenter leur chance par rapport à une dynamique où il y a de la monétisation, de gens qui sont là à long terme, l'envie de
montrer de la FOMO parce que c'est aussi un driver. Je sais pas, si vous allez en boîte de nuit, si vous venez tôt, il se passe rien, vous passez la porte, c'est glauque, quoi. Alors que s'il se passe plein de trucs dedans, même si c'est des gens détestables, en fait, je sais pas, il y a un truc quand même, ça donne l'impression que il se passe un truc et que ça vaut le coup d'y être. C'est pareil pour les restos, enfin, c'est une espèce de mécanique humaine. Et trouver le trade-off dans la construction d'une communauté entre, on va dire, avoir de l'activité de moyenne qualité, mais les gens sont là et c'est déjà cool, et extraire de ça et arriver à cibler les gens qui sont des vrais contributeurs, vraiment engagés sur les fondamentaux du projet, qui vont sticky, qui vont rester là, qui vont pas juste acheter des tokens pendant l'ICO et dumper une semaine derrière, ou essayer de juste dumper au moment où le floor price il est un peu monté, ou s'en aller d'ailleurs dès que c'est un peu compliqué, parce que la réalité c'est un projet Web3 consumer, ça va être 2-3 mois de boost à fond marketing pour monter la commune. Je ne parle pas de la préparation avant, je parle vraiment des ops de market et de construction de la commune. Une vente, de l'argent qui rentre, un down parce que les gens ils ont bossé jour et nuit pour faire le truc, donc il faut qu'ils se reposent un peu, et un white paper où il y a 4 ans de build écrit sur le white paper pour avancer. Il faut commencer à construire. Et mécaniquement, il y a aussi moins de temps pour faire que des trucs fun dans la commu qui servaient avant à lever. Et en fait, cette expérience-là, elle est normale. Ethereum, une fois qu'ils ont fait leur ICO, le lendemain, c'était pas là, ça tournait. Vraiment, ça a mis super longtemps. Sauf que dans la FOMO, c'est compliqué aussi de tenir. Et donc cet équilibre-là, post, on va dire, financement, de avoir mis les tokens dans les mains des bonnes personnes qui ont catché le côté ça va durer, c'est aussi clé pour pas se prendre des backfire de type en fait il y a un vrai projet, il est solide, il est sérieux, mais le cours il bouge négativement, du coup ça FUD dans le serveur parce que c'est compliqué quand tu as mis de l'argent de voir que ça bouge dans tous les sens. Donc cet enjeu-là d'identifier les gens qui vont être sticky pour le fond du projet, la culture, en même temps reward un peu des gens qui vont être un peu plus en mode c'est fun, c'est quick win, je vais gagner de l'argent. C'est vraiment, de notre expérience et des retours qu'on a, un espèce d'enjeu critique pour sortir du côté c'est un rug pull ou c'est un faux projet, c'est un vrai projet, et donner le temps en fait au projet d'émerger et d'apporter de la valeur. Ouais. C'est vrai que n'hésite pas, John, si je suis trop long aussi, parce que c'est une table ronde super intéressante et tu donnes tellement de pistes de réflexion qui sont intéressantes pour pouvoir rebondir. Et peut-être le mieux, c'est que je vous partage toutes ces pistes-là et après on en parle aussi et que j'articule ma réponse autour de ça. Parce que en fait, c'est un peu la beauté du Web3, je pense, sans faire de bullshit sur le côté. Ça peut aller dans plein de sens et nous on l'a vécu, on a eu la chance d'être là déjà en 2017 et sur ce projet 2021 et en fait on est dans un milieu où les codes et ce qu'on appelle le marketing playbook et en fait je parle de marketing parce qu'une communauté ça se construit beaucoup autour de ces valeurs de marketing et je vais faire un peu ces bases-là du marketing où on a toutes ces phases, le funnel d'acquisition qui font que changer et on doit se retrouver dans une agilité pour suivre les transformations de ce playbook tous les 2-3 mois parce qu'il y a un nouveau projet qui arrive, qui change la norme et qui fait que la communauté, d'un côté, faire la première phase, c'est awareness, je vous apprends rien, il y a la partie, en janvier, awareness, c'était essayer de choper des bots parce qu'il y en a plein qui, pas de mots vulgaires, mais qui s'enthousiasment à voir un gros nombre sur tel profil. Et du coup, nous, on a vécu cette partie-là où on ne savait pas comment filtrer les bots et ils venaient malgré nous. Et après, une fois qu'ils étaient là, on se disait, il faut quand même qu'on les filtre. Mais comment on fait? Parce que c'est ce qui donne de la crédibilité. Et du coup, à partir du moment où ils ont commencé à scammer, c'est là où ils touchent la communauté. Et une fois qu'ils touchent la communauté, c'est ce que j'apparente énormément à une communauté familiale. Du coup, si on touche aux nôtres, c'est là où on les protège, et parce que si on veut qu'ils restent et que par la suite, contrairement à une famille, on veut qu'ils payent quelque chose ou qu'ils restent pendant longtemps, à ce moment-là, il faut leur donner un maximum de moyens pour qu'ils se sentent impliqués d'une manière énorme. Enfin, je vais être assez cru sur plein de choses, d'où ces pistes de réflexion pour me dire, vous parlez pas à un bot, et je vais être le moins chat GPT possible, d'où la mention, pour vous dire, en début janvier, c'était la course à celui qui arrive à casser les Discord, et on en a cassé des Discord pour pouvoir, il y avait une limite d'utilisateurs, et c'est ce qui permettait d'avoir
un maximum de personnes à pouvoir filtrer vers des whitelists. Whitelist qui s'est transformé malheureusement d'une manière très greedy vers, c'est plus une liste comme on peut rentrer dans une boîte de nuit et du coup filtrer les bonnes personnes, mais c'est plus qui va être le meilleur farmer. Et nous, on a essayé un nombre incalculable de techniques pour filtrer une bonne personne en disant fais-moi le meilleur art et je vais voir si tu es quelqu'un qui tient vraiment à avoir cette place. Parce que certes, si tu n'es pas un bon artiste, on a une autre activité pour toi, mais si tu tiens vraiment à ta place et à rentrer dedans, il faut que tu nous montres ton attachement. Et moi, je ne peux pas ne pas citer un Frank de Gotts, par exemple, et je déteste, pardon, tu m'as regardé quand tu as dit NFT collectible, mais je déteste être assimilé à toute la partie NFT, parce que je suis d'accord, ces mots, ils ne vont plus exister, et vraiment, pareil pour le métaverse, on veut vraiment construire un gaming où la communauté se regroupe pour co-construire un jeu vidéo, et faire en sorte que le jeu vidéo leur appartienne et faire en sorte qu'ils se donnent autant que nous on se donne de notre côté et autant d'argent qu'on donne à l'État aussi d'un point de vue financier, parce qu'on build ici, on fait tout pour que le jeu voit le jour à un bon moment et on essaye de les protéger de tout ce qui se passe à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. On parle de floor price mais c'est super dur de recevoir une vague de FUD et de parler à son vrai cœur de communauté pour leur dire je suis désolé, je contrôle pas ça. Malheureusement, c'est du stock. Enfin, c'est lié à tellement de manipulation de marché dans tous les sens. Mais nous, on continue de build. Il y a Ubi, il y a d'autres partenaires qui sont là et qui nous donnent des contenus qui valent énormément pour pouvoir créer le meilleur jeu possible et remplir notre promesse. Et du coup, nous, on a eu énormément de phases d'apprentissage, désapprentissage, de comment on fait chaque élément de awareness, acquisition, engagement de la communauté, parce qu'elle change tout le temps en fonction des modes. Et, bref. Je croyais que tu avais ton micro pour dire, je suis trop long, mais je passe le micro pour dire... non, mais ça va dans plein de sens. Et du coup, catch, attrapez-moi à la fin et on en parle de certains points que j'ai pu dire en vrai. J'avais une question spécialement justement pour Julien. Toi, Julien, tu as un prisme particulier qui est le fait d'aider des marques, des projets à créer des communautés et d'amener des personnes qui n'ont pas forcément les codes du Web3 à les intégrer sans forcément les exprimer de manière prononcée, j'ai envie de dire. Quels sont pour toi justement les best practices ou les écueils que tu as pu voir et qu'il faut surtout éviter au moment où, lorsqu'on n'est pas natif Web3, on veut créer une communauté en utilisant ces codes, qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas faire et surtout qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi aujourd'hui, ce que je vois avec les acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de ces nouvelles technologies ou de ces nouveaux écosystèmes, c'est que c'est un écosystème qui est beaucoup né par la spéculation, sa financiarisation. Enfin voilà, il y a beaucoup de termes là. On pourrait l'impression d'être dans du trading pour être avec des traders, mais et justement ça fait miroiter plein de choses à des acteurs qui se lancent là-dedans et qui en fait perdent la notion de communauté, ce que ça représente, de membership, et en fait perdent la notion que on crée pas une communauté juste avec des outils quoi. Alors, nous, on fournit une boîte à outils que je considère vachement bien, hyper simple d'utilisation. Voilà, il y a plein de trucs trop cool à mettre en place. Mais en revanche, la première chose que vous devez faire, c'est vous investir en fait. On voit tous les grosses communautés aujourd'hui de youtubeurs, ce genre de choses. C'est un sacerdoce leur vie. C'est-à-dire, ils sont tout est conçu pour donner. C'est-à-dire, ils donnent du contenu, ils donnent de leur personne, ils passent leur journée à penser à leur communauté. Et le centre de tout ce de notre discours aujourd'hui, c'est la communauté. La communauté, avant tout, c'est donner. Et ensuite, elle vous le rend fois 1000 si elle est hyper engagée et qu'elle vous kiffe. C'est sûr. L'écueil que je vois, c'est que par cette promesse qu'il y a eu, et il y a beaucoup de gens qui ont pensé NFT, j'ai juste à faire une belle image et à faire un beau white paper avec 4 ans de trucs, et en fait, ça va convaincre des gens. En fait, au bout d'un moment, il faut prouver, quoi. Il faut donner, il faut mettre les choses en place. On a eu de la chance, nous, par exemple, le premier acteur avec qui on s'est lancé, c'était l'Olympia. Et on leur a expliqué tout ça. Nous, on est arrivés, alors on leur a pas parlé du tout on leur a dit que vous allez perdre de l'argent, hein, clairement. En revanche, vous risquez de créer un truc génial
avec des gens fidèles qui vont devenir votre porte-voix aussi. Et ils l'ont compris et ils nous ont dit ok, go, on y va, on fonce quoi. Et on a halluciné. Le premier rendez-vous qu'on a fait avec eux, on leur a dit bon, vous avez réfléchi donc c'est une collection de 250 cartes de membres en NFT assez exclusive et tout. Et on leur a dit qu'est-ce que vous voulez mettre en face comme perks, comme privilèges qui seront associés au carte. Ben, on veut qu'il y ait un mec qui ait 4 concerts par an pour 2 personnes toute sa vie. Et on veut qu'il y en ait 5 comme ça. Et on veut qu'il y en ait 10 qui ait un. Mais vous vous rendez compte que c'est à vie, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, vous allez. Moi, je leur ai dit, c'est génial, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et voilà. Et donc, on a des partenaires comme ça. Et puis, on a d'autres, c'est plus compliqué, où ils vont plus être sur une logique de rentabilité, ils veulent gagner de l'argent, ce genre de choses. Donc, on essaye de. Et je pense que le gros enjeu, en fait, c'est parce que moi, voilà, j'ai toujours cette approche de. Le Web3, c'est une techno, quoi. Enfin, c'est du code. Hein. Et les gens qui font du Web3, c'est du code, donc on peut en faire ce qu'on veut. Derrière, moi, mon approche, c'est effectivement, derrière, en fait, l'essence même du truc, c'est philosophiquement une communauté. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? La boîte à outils, déjà, on la regarde même pas. Et parfois, j'ai même eu des personnes à qui je dis, en fait, vous n'avez pas besoin de Web3, en fait, pour faire ce que vous voulez faire. C'est la première question que je posais toi. Est-ce que ce que vous voulez faire, vous avez vraiment besoin que ce soit des NFT? Vous avez vraiment besoin que ce soit du Web3? S'il n'y a pas besoin, si c'est pas nécessaire, franchement, ne le faisons pas, parce que c'est sûr qu'on va se casser la gueule derrière. Voilà, c'est moi ma vision de comment appréhender ces communautés au sens du Web3. Merci. On a pas mal parlé de NFT. On a aussi un peu parlé de token. C'est vrai que dans le Web3, il y a vraiment cette logique de... Alors, soit on le voit comme une reward, soit on le voit comme une incentive. Ça dépend peut-être à quel moment de la vie de la communauté on évoque le sujet. En revanche, c'est quelque chose quand même de prégnant. Et pour l'avoir suivi, vécu, même avec certains dans des lancements, ou ce qu'on appelle des mints, où le moment où ces collections NFT, elles sont vraiment mises sur des ventes publiques, il y a 2 mots qui font rêver et qui font peur, c'est sold out. Et c'est crucial pour le lancement, pour le fait de pérenniser une communauté. Et là, j'ai envie de poser d'abord la question à Aaron, c'est qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Parce que je sais que tu as eu différentes expériences et c'est hyper enrichissant parce que ce sont des moments clés pour les communautés dans le Web3. Ouais. Du coup, il y a plusieurs manières d'approcher cette question, déjà liée au buzzword en général, que ça soit lié à nos générations ou même dans un milieu Web3 qui fait que boomer. Et du coup, moi, je suis un peu contre, enfin, je pense comme toi aussi, l'utilisation du mot NFT et encore plus de ce besoin de l'utiliser d'une certaine manière. On pense à d'autres mots, surtout parce que, en fait, on considère nos NFT comme des assets de jeu. Et du coup, autant l'appeler un game asset digital. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir le nom de la technologie qui est derrière. On n'appelle pas un MacBook ou un ordinateur une RAM. Il y en a très peu qui savent ce que c'est une RAM. Ou c'est peut-être un mauvais exemple, mais de manière générale, je suis vraiment contre ces buzzwords qui sont là pour permettre au marketing de mieux marcher et du coup de souder sûrement une communauté ou d'arriver à une vente. Je pense que le mot sold out a été pendant longtemps une preuve de succès et surtout c'était le green light pour se dire ah ouais bah le floor va pouvoir augmenter après parce que la supply a été oversubscribed quoi. Je l'ai même mal dit en anglais, mais bref. Mais du coup, là, on voit encore une fois ces paradigmes qui fait que tous les 3 mois, on se repose les questions de qu'est-ce qui était vrai avant, et on réapprend et on fait travailler notre cerveau sur l'agilité de se dire Porsche, vous avez sûrement vu le drop, ça a fait la une de ce qui s'est passé. Ils n'ont pas sold out, mais pour autant, ce qui se passe normalement quand une collection ne sold out pas, c'est qu'ils vont mettre un mécanisme de burn et la communauté va se disperser parce qu'il y a une perte de confiance. Là, ça reste Porsche, il y a des nouveaux acteurs Web 2 qui rentrent. Du coup, ne pas sold out, c'est pas si grave aujourd'hui parce que leur floor, pour info, il a fait x10 ou x15 de ce qu'ils ont vraiment vendu. Peut-être les chiffres sont pas exacts, mais vous me corrigerez. Nous, en janvier, on s'intéressait énormément à ce sold out parce que ça permet de se dire que on peut atteindre toutes les étapes de nos roadmaps et c'est pour ça qu'à l'époque, ceux qui sont là depuis un moment, on voyait des roadmaps basés sur un pourcentage de sold out, chose qui voulait dire quelque chose à moitié.
Mais on a fait un deuxième drop, du coup on a fait les assets de nos caractères et après la map de notre jeu, les terrains qui permettent de farmer les ressources, etc. Et du coup, à ce moment-là, on a voulu diminuer la supply pour permettre aux gens d'avoir une économie de jeu qui soit intéressante. Du coup, si on se place d'un point de vue spéculatif, sold out c'est essentiel. Si on se place d'un point de vue économique, si on fait une relation entre le nombre de joueurs réels ou de personnes qui se connectent au moment du mint et la supply qu'on a prévue et qu'on a un peu placée, soit de manière économique, comme on l'a fait au deuxième mint, mais au premier mint c'était un peu plus arbitraire, à ce moment-là on peut niquer le jeu si on met un chiffre un peu au pif. Et du coup, sold out ne veut rien dire si ce n'est... J'ai plein de conseils pour ceux qui lancent des projets NFT parce que ne placez jamais votre supply en amont parce que c'est comme dire je vais faire un magasin sur 4 étages alors que vous êtes personne et que vous n'avez pas des super sneakers sur vous. Mais du coup, c'est pareil, la supply, qui rejoint à quel point il faut sold out un projet, faites très attention à ces choses-là parce que tout le monde s'attache à la facilité qu'il peut y avoir pour des personnes lambda de lancer une collection ou de marcher, mais ça vient toujours sur des points très précis et des petits détails qui font que vraiment dans un milieu comme ça qui va super vite, le détail est essentiel à la réussite d'un projet sur court, moyen, long terme. Et il ne faut pas s'attacher aux buzzwords ou à des technologies si le besoin n'y est pas, parce qu'à la fin, vous aurez peut-être sold out, mais votre communauté en subira certaines conséquences, ou inversement, vous aurez sold out et vous n'aurez pas sold out. Bref, vous m'avez compris, mais voilà. Plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que c'est pas du tout un fondamental dans la vie de manière générale, parce que le sold out s'applique à plein de choses. Après, c'est vrai que ça a toujours été perçu, même dans la mode et dans le streetwear, dans la basket, comme un indice de hype, un indice de tendance, un indice où on se dit oh là là, c'est sold out, j'ai raté, je vais acheter sur le secondaire. Et c'est pareil pour la basket, hein. Quand c'est sold out, forcément ça prend de la valeur. Et Jonathan, il m'appelle et il me dit ouais, t'as pas ça plutôt au prix normal plutôt que je paye 6 fois le prix ailleurs. Et non, après c'est pas du tout une fin en soi, d'autant plus dans l'univers un peu Web3. Je pense que Aaron a bien résumé la situation. Faut pas vouloir construire un centre commercial ou un immeuble ou un store de 4 étages si on n'est personne. Il faut commencer petit à petit. Et c'est l'approche qu'on a eue nous en perso sur le premier drop en fait Metakis qu'on a fait, puisqu'on a fait que 555 assets, ce qui est relativement peu par rapport aux autres mécaniques de NFT et de drop qu'on a pu voir sur le marché. Et bon, ça a sold out pour le coup parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de membres dans notre commu que d'assets de dispo, mais c'était plus non pas par précaution, mais dans cette dynamique de se dire on n'est personne encore dans cet univers, on a encore jamais fait de drop, on a plein d'utilités à tester. C'est peut-être plus logique de le faire avec un tout petit groupe de personnes plutôt que de le faire avec 5000 personnes qui vont se disperser, qui vont vouloir skip le projet parce qu'il n'y a pas la valeur monétaire à espérer ou ce genre de choses-là. Mais le sold out n'est et ne sera jamais une fin en soi. En fait, je pense que ce qui biaise vachement cette notion de sold out, c'est encore une fois la spéculation, quoi. Alors, si tu organises un événement avec tes places, tu peux pas les revendre derrière, les gens vont venir pour ce qu'ils vont voir à l'événement. Et du coup, tu vas viser juste, tu vas te dire, voilà, j'ai Julien Ranker, il n'est pas très connu, donc je vais faire un truc de 80 places, et je vais vendre la place, et je pense que je peux faire 80 places. Si tu es dans un truc hyper spéculatif, où en fait les gens n'ont rien à faire de qui est assis sur la chaise pendant l'événement, et ils se disent juste, je vais acheter, parce que potentiellement je vais le vendre plus cher, tu peux en vendre 10 000 peut-être. Parce que les gens, ils viennent pas pour ce que tu leur vends, ils viennent pour la valeur que ça va avoir sur le marché secondaire. Et c'est ça qui a rendu le sold out complètement débile, en fait, dans les NFT, c'est que je veux dire, ça voulait tout et rien dire en fait. N'importe quel gars qui arrivait à créer un truc, une promesse un peu sympa. Et franchement, est-ce que vraiment les gens regardaient la promesse et se tapaient les white papers et vraiment essayer de savoir qui étaient les gars qui avaient derrière et ce qu'ils avaient monté et leur track record et tout, franchement, je suis pas sûr. Il y a plein de trucs, voilà.
Donc en fait le sold out ça a été un moment complètement dingue parce que c'était uniquement basé sur la spéculation et je pense qu'aujourd'hui on revient sur des notions de sold out où les gens se disent bah de toute façon a priori vu le marché je ne veux pas le revendre des tonnes donc je vais quand même regarder ce qu'on m'offre derrière, je vais regarder quels sont les privilèges que je vais avoir dans la communauté, est-ce que la communauté te plaît, est-ce que je correspond plus et en fait tu deviens à une vraie valeur perçue des choses quoi, une valeur réelle de ce que tu vas avoir en échange sans espérer le revendre derrière forcément quoi. Même s'il y a toujours, après tu auras toujours la différentes typologies de personnes qui viennent, mais ce sera plus équilibré. Il y a un moment où vous faites tout le marché, et tout le monde était là pour spéculer, donc ça devenait débile. Ça me donne une bonne transition du fait que le marché est moins dynamique, le bear market a essoufflé en tout cas certaines dynamiques de FOMO, il en reste toujours, mais il y en a quand même un peu moins. Justement chez 50 en ce moment, on voit beaucoup de boîtes qui se lancent sur la data on-chain. Et là, cette question, elle est pour Arthur. C'est avec la data on-chain, comment on peut leverager, tu vois, différents KPI pour justement lancer ou pérenniser une communauté. Alors, ce qu'on voit est que moi, à titre perso, je trouve hyper intéressant avec le côté composable de ce qui se passe on-chain. C'est-à-dire, si tu as un NFT, en fait, tout le monde peut le voir. Alors tout le monde peut le voir, c'est pseudonymisé, c'est lié à ton wallet, mais d'une certaine manière, tout le monde peut voir un peu l'historique. Est-ce que tu l'as depuis longtemps? Est-ce que tu l'as racheté? Est-ce que tu l'as acheté pas cher tout au début? Est-ce que tu as aussi un NFT de telle collection et aussi le NFT de telle autre collection? C'est quelque chose qui est hyper intéressant dans la manière de construire des collaborations, cibler des audiences, parler à des gens. Et c'est de la donnée qui est publique. C'est-à-dire qu'on sort d'une ère où tout est data-driven, on veut que ce soit personnalisé, il faut surcibler les gens pour faire une expérience qui est personnalisée. Et les seules personnes qui savent faire ça, c'est les GAFAM, qui ont toutes les données. Donc Google, ils savent le faire, tu les payes cher, de plus en plus cher. C'est d'ailleurs pour ça que l'influence marketing prend le dessus sur les paid ads, parce que ça devient même trop cher. Et du coup, cette donnée qui est publique à disposition de tout le monde rebat un peu les cartes dans la manière de construire son marketing, cibler les audiences, construire des expériences ciblées. Imaginez si ça avait tourné depuis 100 ans déjà, à chaque fois qu'on achetait des trucs, vous qui êtes fan de sneakers, t'imagines si tu pouvais avoir en plus de la first paire de Jordan que tu n'as même pas acheté, que tu as gagné dans une compète de basket, ou que ton père a gagné dans une compète de basket quand il était jeune, évidemment, elle est éclatée à la poubelle, la paire de baskets. Mais par contre, le NFT, il est là. Et il te l'a transmis. Et puis, Jordans, ils font un event pour les OGs fans depuis plus qu'une génération de ce qu'ils font. Et que ces jeunes-là, ils peuvent se rencontrer dans un... C'est incroyable en termes d'expérience marketing de ce qui peut être construit. Alors, c'est vrai sur une ligne d'historique juste d'une marque. Parce qu'en fait... Jordan, si à chaque paire, ils avaient émis, mais tu peux aussi voir si les gens ont racheté, si les gens achètent pour l'histoire, il y a vraiment toute une histoire. Plus, ça marche cross-marque. C'est-à-dire que les collabs, ça n'a pas été inventé par le monde Web3. McDonald's et Monopoly, ils le font depuis longtemps. C'est gamifié, c'est fun. Je ne sais même pas, ils ont dû racheter une licence pour faire le truc. Je ne sais même pas comment ça marche, mais fondamentalement, les deux marques qui se rencontrent, ça fait un truc cool, qui est nouveau, qui est adapté. En fait, on peut faire la même chose avec les NFT. Alors aujourd'hui, on voit un peu genre c'est Bored Ape sneakers ou je sais pas quoi. C'est un peu pauvre à mon goût, mais c'est lié au côté naissant de l'émergence de tout ça. Mais imaginez si toutes les marques, des marques de niche sur certains influenceurs qui sont super spécifiques à certaines valeurs, développent ce genre d'informations disponibles, les grosses marques aussi, toutes les collabs, les croisements, ce qui peut être fait pour fournir des expériences ciblées. Et en plus, c'est ciblé, mais il y a toute la dimension pseudonymisée. Parce qu'en fait, mécaniquement, alors c'est un peu, il y a le fantasme de j'ai envoyé des messages dans les wallets, tout ça. Enfin, pour l'instant, c'est que des scams. Peut-être qu'un jour, ce sera résolu, mais il y a le même problème que sur toutes les apps de chat de la Terre ou sur le mail. Genre, tu n'as juste pas envie de recevoir des messages de n'importe qui. Donc, il faudra résoudre ça et ce sera juste un mail. Enfin, c'est un non-sujet. Donc, il n'y aura pas vraiment de messagerie, genre pour reach n'importe qui, n'importe où. Ce sera nécessaire de trouver des canaux de com aussi pour accéder, donc sur les enjeux de collab, à ces gens-là à qui on propose des nouvelles expériences. Et c'est eux qui proactivement viendront dans une logique d'opt-in, en fait, si la proposition de valeur est intéressante, rejoindre la communauté,
passer éventuellement des étapes aussi d'onboarding, parce que c'est pas parce qu'on propose une expérience qu'il n'y a pas forcément une dimension aussi exclusive pour Ramp Up. Là, il y a un projet vraiment cool, Smurf NFTs, qui se monte. Ils ont toute une logique de reward un peu liée aux OGs, de grosses collections, mais c'est pas magique non plus. Ça demande quand même de l'engagement. C'est juste une manière de les cibler, de les booster un peu. En fait, toutes ces constructions-là, elles sont hyper intéressantes pour avoir des expériences de marque qui sont basées sur de la donnée qui est disponible, donc une richesse d'expérience et des alternatives dans la manière de faire par rapport aux GAFAM, que je pense que c'est un gros enjeu, qui est hyper intéressante, et je pense que dans 10 ans, on ne parlera plus de pub sur Google, ce sera d'autres mécaniques qui seront privilégiées. Merci beaucoup à tous les quatre. On peut les applaudir. Avant de passer au cocktail, je vous propose une session de questions-réponses, 5 à 10 minutes, parce qu'on a un petit peu débordé. Donc n'hésitez pas, je vais venir vous tendre le micro pour poser vos questions. Bonsoir du coup, j'ai une petite question parce qu'on a évoqué plusieurs fois le sujet du scam dans le Web3. Pour ceux qui gèrent des communautés ou pour ceux qui sont très à la recherche de tout ce qui est sujet service as a service, quelle solution vous utilisez pour gérer toute la partie scam sur vos communautés? Je parle par exemple des bots qui vont rejoindre, comment tu as été expliqué, qui vont rejoindre votre communauté, les différents bots sur les réseaux sociaux et puis voilà. Banwaves, merci de la cheat sheet. C'est ironique et c'est bien d'être transparent parce qu'on travaille ensemble, mais c'était pas fait exprès, j'imagine. Du coup, il m'a grave aidé sur plein de sujets de scam. Pour autant, il y a plein de logiciels qui vont sur Discord comme Banwave où il y a des process qui permettent de vraiment sécuriser ces éléments-là. Et pour rebondir sur ce que tu as dit de super pertinent, c'est l'évolution du mail où, à mon avis, il n'y avait pas de folder spam. J'étais trop jeune à ce moment-là pour savoir si ça existait dès le début, mais j'imagine que ça existera de plus en plus dans nos wallets pour qu'il y ait un tri qui se fasse de mieux en mieux. Moi, personnellement, même encore aujourd'hui, je reçois encore des spams dans ma boîte principale et c'est super chiant. Mais du coup, ça dépend sur quelle plateforme on parle. Le mieux, c'est quand même d'avoir une sorte d'éducation générale et il n'y aura que le temps ou en tout cas l'investissement de boîtes comme Ledger où c'est leur fond de leur business ou même nous de pouvoir éduquer les personnes à mieux utiliser leur wallet, jamais partager leur seed phrase et aussi de ne pas se connecter de plein de manières. Mais le gros problème aussi, je parlais au tout début d'à quel point la communauté Web3 c'était magnifique pour connecter avec une personne de l'autre côté du monde, sauf que de l'autre côté du monde, il y a des pays en voie de développement qui font que eux, ils gagnent beaucoup plus d'argent à vous scammer, même 0,1 ETH, que de passer un mois à travailler d'une manière différente. Et du coup, ils deviennent de plus en plus ingénieux et il faut toujours être réactif. Et moi, la fun fact, c'est à chaque fois que j'ai voulu me prendre un tout petit peu de vacances, c'est le moment où il m'appelle et il me dit vous êtes peut-être hack, fais attention à ça, et on peut rien y faire. Nous, on s'était fait hack au premier... 3 jours avant notre mint, chose qui permet vraiment pas de crédibiliser ou en tout cas de se permettre ça, pendant le seul pause où on était tous en train de manger, mais bref, ceux de la team se reconnaîtront. Et du coup, on a dû rembourser toutes les personnes qui se sont fait hack, et ça représentait des milliers et des milliers, 3 jours avant une pseudo levée de fonds, parce que c'est un mint. Et du coup, c'est comment on fait pour donner confiance, crédibiliser le projet et prendre énormément de sécurisation pour pas donner des rôles à des gens clés. La personne qui s'est fait hack, elle a reçu un email avec un PDF, sûrement parce que elle voulait être recrutée ailleurs. Et du coup, dans le PDF, il y avait un virus et du coup, on pouvait rien faire parce qu'il avait des rôles dont il n'avait pas besoin, qu'il n'avait pas besoin d'avoir, mais on peut pas le savoir tant que ça arrive pas. Et du coup, je pense que la meilleure manière à titre individuel, c'est de se former et de s'informer sur tous les nouveaux types de hacks et de jamais rien signer. Comme dans la vraie vie, on vous dit lisez le contrat jusqu'au bout, sauf que personne ne le fait. Mais dans le cas où il y a votre argent qui est vraiment impliqué, parce que MetaMask, ça va vite de signer, mais je suis assez confiant. Bref, sur l'évolution de la blockchain,
parce que les ZK roll-up, d'un point de vue tech, vont permettre de faciliter toute la partie sécurisation, etc. Mais bref, j'ai bien répondu, Lulu. Merci Aaron. Bonsoir et merci en tout cas pour votre présentation. J'ai une question, là c'est très bien, on parle de sécurité, de contrat. Je voulais savoir pour vous, est-ce que c'est simple d'être accompagné dans cet écosystème? Pour ma part, j'ai eu pas mal de connaissances qui ont eu des problèmes, pas des problèmes, mais plutôt des problèmes un peu plus sur le juridique, on parlait de levée de fonds. Donc est-ce que l'accompagnement est accessible dans le Web3? J'ai juste le micro, je vais le passer juste avant de dire que c'était un sujet super important où nous on est un seul projet, peut-être pas, mais on a eu plus d'une centaine de personnes qui ont travaillé avec nous. Du coup je rectifie, ils travaillaient à des moments précis et du coup on crée en ce moment une communauté pour regrouper toutes les personnes qui ont besoin d'aide à différents niveaux et à différents types d'expertise, parce qu'on a eu la chance d'avoir plein de personnes qu'on pouvait activer, désactiver en fonction des besoins. Et du coup, je vous partagerai ça si besoin. Et je partage le micro. Comme ça, j'ai envie de te dire non, c'est pas facile de se faire accompagner. Parce que c'est nouveau et que du coup, tout le monde peut se dire expert, vu que personne ne l'est. Que ce soit sur la sécurité. Après, sur la sécurité, mon avis, c'est que quand même, malgré tout, et tu l'as expliqué, hein, le plus grande faille en général, c'est l'être humain, quoi. Donc, c'est du phishing, voilà, tu te fais avoir par une connerie. Donc ça, c'est de l'éducation, et je pense que l'éducation à la sécurité au phishing sur le Web 2, Web 3, c'est un peu pareil, c'est à peu près les mêmes mécanismes. Donc je pense qu'il y a moyen de se baquer là-dessus. Après, sur le conseil, l'accompagnement juridique, tout ça, franchement, c'est hyper compliqué. Faut trouver voilà, tu tâtonnes, tu cherches. Comme tout écosystème nouveau, tu tombes sur des mauvaises personnes, et puis après, les meilleurs, finalement, au bouche à oreille, on finit par savoir qui c'est. Mais c'est plus difficile, et notamment parce que tu parlais du juridique, parce que c'est mouvant et qu'en fait, parfois, on ne sait pas. En tant qu'entrepreneur, moi, j'aurais plutôt conseillé de temps en temps de dire fonce. Et voilà, il y a des boîtes qui valent des milliards et qui sont à peine retoquées par l'autorité des jeux ou des machins, et donc tu te dis j'en suis pas encore là, donc voilà. Donc ouais, foncez quoi. Quand t'es entrepreneur, à mon avis, il y a un vrai trade-off entre je suis pas forcément tout le temps dans les clous, mais il faut que j'avance parce que en fait personne ne l'est et que la réglementation est pas hyper. Donc voilà. Et puis après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire accompagner. Voilà, il y a des accélérateurs comme 50 qui nous accompagnent, qui vont nous apporter les bons conseils, nous aider à rencontrer les bonnes personnes. Mais c'est moins simple que dans les précédentes startups où j'ai bossé, où en fait, c'est beaucoup plus établi, quoi. D'autres questions ? Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation, c'était hyper intéressant. Moi j'avais une vraie question sur la communauté. Est-ce que c'est aussi important dans le Web3 d'avoir des ambassadeurs, des champions, parce que ça ouvre en fait le risque justement de... Arthur, tu parlais des grinders, quoi, des mecs qui sont là juste au début pour grinder des mécaniques, et ça peut être painful en interne du côté de la société. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt finalement à avoir ces ambassadeurs, ces gens qui parlent des projets, qui sont juste des users à la base, des gens qui ne sont pas rémunérés? Un des enjeux a émergé quand les projets devaient être crowdfundés, c'est-à-dire que la base de beaucoup de projets Web3, au-delà de je suis honneur du projet, vient de la logique du crowdfunding. Donc il faut crowdfunder, et crowdfunder un token, tu n'as pas le droit de faire de la pub. Du coup, tu as un problème de marketing et d'acquisition qui est comment est-ce que je vais m'en sortir, parce que j'ai été banni sur Facebook, sur Insta, j'étais banni partout, pour pouvoir arriver à grossir une communauté qui va être informée, qui va suivre le projet, jusqu'à arriver à mettre de l'argent. Et du coup, à ce moment-là, les leviers, ils ont été doubles, mais très organiques, au sens peer-to-peer. Est-ce que j'ai d'autres communes autour que je peux aller chercher un peu manuellement et pas du tout automatiquement? Genre, c'était aussi les forums, tout ça, aller chercher les autres groupes qui sont sur Reddit ou sur différents endroits. Une fois que ça a été plus mature, c'était dans d'autres Discord, d'où les collabs. Et comment est-ce que aussi à chaque fois que j'ai quelqu'un qui est fan de ce que je fais,
je vais pouvoir le booster au maximum pour qu'il puisse ramener les gens qu'il a lui dans son réseau. C'est des mécaniques de base qu'il y a un peu dans toutes les mécaniques de vente. De toute manière, un projet dont la personne qui onboard, qui est censée trouver le projet cool, son NPS, c'est est-ce que tu as envie de le recommander à quelqu'un? Et si la note elle est pas bonne, c'est pas un bon signe pour le projet, ça va pas aller très loin. C'est juste que dans le Web3, c'est devenu une nécessité pour pouvoir booster le projet. Après, ces mécaniques-là, elles ont le dilemme de, vu que c'est du peer-to-peer, les gens ramènent des gens assez similaires à eux-mêmes. Donc si tu commences avec des bots ou des grinders et que tu les leverage pour qu'ils aillent chercher d'autres gens, tu vas expand le nombre de gens qui sont de ce type-là. D'où les enjeux de trade-off de quel niveau d'effort tu fais pour avoir des gens, on va dire, de plus haute qualité, mais mécaniquement c'est toujours quand même plus compliqué. Ou d'autres gens. Mais c'est un peu ça le... Je pense qu'aujourd'hui, un projet Web3, il a besoin de créer quand même de la motivation à recommander, parce que c'est l'équivalent du NPS d'un produit, mais sur une vision projet qui a besoin d'être crowdfundé. Merci à tous, merci d'être venus et d'avoir pu assister à cette table ronde. Je vous propose de passer à la phase cocktail et puis de toute façon on continue à changer et encore peut-être de les applaudir. Merci à tous d'être venus.